Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. Clôture à Nouakchott du G5 Sahel, 2 milliards d'euros de promesses faites par les donateurs internationaux pour le financement de la première phase 2019-2021. Le Maroc était à ses travaux sur ordre de Sa Majesté le Roi. Clôture hier à Genève de la table ronde au sujet du différend régional du Sahara marocain. L'émissaire onusien Horst Kohler salue un pas important vers un processus politique et annonce une deuxième table ronde pour le premier trimestre 2019. Forum mondial sur la migration et le développement, focus sur le rapport de la politique nationale d'immigration et d'asile au titre de l'année 2018, un véritable cas d'école en la matière. Mais d'abord, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Uli Morey à l'occasion de son élection président de la Confédération suisse. À Nouakchott, les donateurs internationaux ont promis près de 2 milliards d'euros pour le financement de la première phase 2019-2021 du programme d'investissement prioritaire qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Une décision prise à l'issue de la conférence de coordinateurs des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel. À ces travaux, le chef du gouvernement a conduit une délégation sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souad Nached. Le Maroc s'engage à appuyer et accompagner les pays du Sahel. La contribution du Royaume dans l'ambitieux programme d'investissement prioritaire est multiforme et multidimensionnelle. Cette contribution est politique, économique, sécuritaire et du renseignement, en plus de la formation, notamment celle des cadres militaires de ce pays dans les académies et écoles du Royaume, dans le cadre du renforcement des capacités et l'appui aux projets de développement prévus dans ce programme d'investissement du G5 Sahel. La région est confrontée à de graves menaces sécuritaires menées par des groupes terroristes transnationaux. Des défis majeurs que les partenaires et les bailleurs de fonds ne sont guère insensibles, bien au contraire. Le Maroc porte un intérêt particulier à la sécurité et à la stabilité des pays de la région du Sahel ainsi qu'à leur développement. Le Maroc est le seul partenaire africain des 5 pays sahéliens avec lesquels il est lié par un partenariat multiforme. Le Royaume a annoncé son soutien à ces pays à travers le renforcement de leurs capacités dans les domaines de la formation, de la sécurité, ainsi que dans de nombreux domaines de développement économique et social. C'est le signe clair, un signal clair lancé par le Maroc. Le Royaume est disposé à nous soutenir, en fait à continuer à nous soutenir, parce que la coopération avec le Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'elle ne fera que s'approfondir, c'est pour ça que la présence du Premier ministre est significative. En plus du volet sécuritaire, ce programme s'articule autour de 3 axes: la gouvernance, les infrastructures et le développement des ressources humaines, en vue d'œuvrer au développement de l'espace des États du Sahel et de relever les défis auxquels font face les peuples de la région, et à la tête desquels se trouve la pauvreté et le très bas niveau du développement. C'est bien apprécié que nous avons réuni, nous tous, les Nations Unies et plusieurs pays, y compris bien sûr les invités ici par Monsieur le Premier ministre, pour voir comment nous pouvons réagir en soutenant cet programme stratégique de pays de le G5 Sahel. Les partenaires du G5 Sahel ont exprimé dans leur intervention au cours de la conférence leurs préoccupations pour cette situation et leur compréhension quant aux besoins exprimés dans l'exposé concernant le programme des investissements à caractère prioritaire, ce qui confirme leur engagement d'accompagner les efforts du G5 Sahel. Un pas important vers un processus politique renouvelé pour l'avenir du Sahara marocain. C'est en ces termes que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Horst Kohler, s'est exprimé à l'issue de la table ronde au sujet de ce différend régional et qui a eu lieu mercredi et hier au Palais des Nations à Genève. Une deuxième table ronde aura lieu au premier trimestre 2019, selon l'émissaire onusien. Elle devra réunir encore une fois toutes les parties concernées par cette question, y compris l'Algérie. Le point de la situation dans cette correspondance de notre envoyé spécial à Genève, Mohamed Reda Labidi, avec un commentaire de Mohamed Aït Lishkala.
Pour la table ronde de 2 jours à Genève, le climat qui a marqué le déroulement des discussions a été qualifié de positif. À l'issue de la table ronde, le communiqué final a été lu par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. All delegations recognized that cooperation and regional integration. Toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l'intégration régionale, plutôt que la confrontation, étaient les meilleurs moyens de relever les nombreux et importants défis auxquels la région est confrontée. Toutes les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d'engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel. Frankness and mutual respect. De la table ronde tenue donc avant-hier et hier au Palais des Nations à Genève, le Maroc est sorti confiant, serein, toujours engagé à contribuer à la réussite du processus onusien, avec le même référentiel réitéré notamment dans la résolution 2440 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette table ronde est différente des exercices précédents à plusieurs titres. D'abord par son tour de table, puisque pour la première fois, toutes les parties prenantes ont été présentes et ont participé activement à la discussion. Deuxièmement, par son référentiel, puisqu'il intervient après la résolution 2440, qui, dans son paragraphe 2, assigne à cette table ronde un objectif précis, parvenir à une solution pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis. L'autre point fort de la participation du Maroc a été l'occasion offerte aux représentants légitimes élus des populations du Sahara marocain, membres de la délégation marocaine, l'occasion pour eux de parler au nom des populations qui les ont portés à la tête des conseils régionaux élus, en vue de mettre en avant l'essor du développement que connaissent les provinces du Sud. La délégation marocaine, et notamment les représentants légitimes élus de la population qui composent la délégation, ont dû et ont pu intervenir pour présenter à la fois les efforts de développement économique dans la région, la vitalité de la vie politique au Sahara et le rôle des femmes et des jeunes, les défis également pour les femmes et les jeunes dans cette région. Durant les 2 jours de la table ronde, nous avons veillé à transmettre aussi bien à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara qu'aux autres parties concernées que nous portons une voix réellement représentative de la population du Sahara marocain. Nous avons également expliqué la concrétisation sur le terrain de la participation politique, le rôle réel des élus dans la gestion des affaires locales, la régionalisation avancée et notre rôle en tant qu'élus, acteurs politiques, économiques ou de la société civile dans cette dynamique politique. هذه الدينامية السياسية بعد رجوع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أصبحت تدافع وبقوة عن قضيتها. Après le retour à la mère patrie des provinces du Sud, ces provinces ont rapidement rejoint le train de développement et se sont intégrées, y compris au sein des partis politiques avec leurs propres élus et instances élues locales, et y compris en matière de promotion et de protection des droits humains. Le Maroc s'attend à présent à ce que la prochaine rencontre capitalise sur cette atmosphère constructive pour aller vers l'expression d'une volonté politique réelle de la part des autres partis en vue d'une solution politique mutuellement acceptable. Les délégations ont convenu que l'envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre 2019. Le Maroc continuera à travailler avec l'envoyé personnel pour la préparation des prochaines échéances avec la même sérénité, avec le même esprit positif et avec le même référentiel clair. Le climat positif qui a marqué le déroulement de la première table ronde, la bonne foi du Maroc et sa confiance en le processus onusien, prête à optimisme du côté du Royaume qui a donné dès hier son accord à prendre part
à la deuxième table ronde annoncée pour le premier trimestre 2019. Les opérations proactives du Maroc face aux menaces antiterroristes de nouveau à la une de l'actualité. Le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST au démantèlement ce vendredi à Bni Mellel d'une cellule terroriste composée de 6 individus partisans présumés de Daesh soupçonnés de préparer des projets terroristes au Maroc. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que cette opération a permis la saisie de matériel électronique, de livres et de publications faisant l'apologie de l'idéologie extrémiste de Daesh et incitant à la violence, outre des armes blanches. Les membres de cette cellule, âgés entre 24 et 37 ans, ont mené des opérations de recrutement et d'enrôlement de jeunes en vue d'adopter leurs idées extrémistes tout en incitant à commettre des agressions visant les personnes rejetant leur idéologie, ce qui constitue une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité des citoyens. Les mises en cause seront présentées à la justice dès la fin de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent selon les dispositions de la loi, conclut le communiqué. Le Maroc améliore son environnement des affaires. Le Royaume a gagné 9 places pour se hisser au 60e rang au niveau mondial, 2e dans la région MENA et 3e en Afrique. Une performance saluée par le chef du gouvernement lors de la 10e réunion du Comité national de l'environnement des affaires tenue aujourd'hui à Rabat. C'est Adil Esmani qui a appelé aussi à davantage de mesures et initiatives pratiques et audacieuses permettant au Royaume de figurer à l'horizon 2021 dans le top 50 du classement de Win Business. Quelles sont les autres mesures attendues par le patronat? Écoutez ces précisions de Faisal Mkwar, vice-président de la CGEN, qui a pris part aux travaux de cette commission. Les retards de paiement. Les retards de paiement, une réforme de la fiscalité, parce qu'on a une fiscalité donc encourageante et pour dynamiser pour l'industrie, notamment pour l'industrie, parce qu'aujourd'hui l'industrialisation est très importante pour notre pays, en matière de création de richesse et de création d'emplois, puisque aujourd'hui le vrai sujet c'est la création d'emplois. Troisièmement, c'est l'amélioration de la relation entre entreprise et administration. Ça, et l'ensemble de ces points, donc on pourra les atteindre grâce à la digitalisation. Et la digitalisation est un élément central. Donc la digitalisation a été faite aujourd'hui à réaliser beaucoup de progrès en matière de digitalisation au niveau de l'administration. Beaucoup d'administrations aujourd'hui digitalisées, mais il faudrait que ça soit donc généralisé à l'ensemble de la relation administration-entreprise. Le Maroc s'engage sans faille dans la gestion de l'urgence climatique. À Katowice, en Pologne, qui accueille la COP24, le stand marocain ne passe pas inaperçu. Il donne à voir un beau projet conçu et réalisé par des Marocains. Une torche intelligente, autonome en énergie et connectée, proposée aux Nations Unies pour devenir le symbole du développement durable lors des prochaines COP. On en saura plus dans ce reportage réalisé sur place par nos envoyés spéciaux à Katowice, Hamza Saïh et Nisri El Hamdawi. Elle a beaucoup fait parler d'elle lors de la COP24. Elle est belle, intelligente, écolo et très patriote. Hymne national Maroc. Et donc le drapeau s'allume. Et voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on passe une frontière, elle reconnaît automatiquement la frontière dans laquelle on est. Et elle se met aux couleurs du drapeau et elle chante l'hymne national pour nous dire bienvenue dans le pays qu'on est en train de traverser. C'est la torche de la COP. Une réalisation 100% marocaine, symbole d'un combat pour une justice climatique. Une torche amie de l'environnement. C'est une torche qui est autonome en énergie, intelligente et connectée. Et donc l'objectif justement de cette torche, c'est que lors de notre passage... donc elle m'écoute là. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a répété ce que je lui ai dit. Et en fait, à chaque fois qu'on lui parle, elle interagit. Cette torche est aujourd'hui le symbole de la COP24. Donc on a réalisé hier la cérémonie de clôture en présence de Madame Espinosa. Donc on a eu l'honneur d'avoir Madame Espinosa dans notre événement. Et l'ambassadeur de la COP23 a passé symboliquement cette torche à la présidence de la COP24. C'est un passage de relais symbolique entre les deux pays. Yes, all the world. Thank you so much. Thank you. Le maire de Katowice, la ville abritant la COP24, se félicite de voir émerger une telle initiative promouvant un avenir écolo.
C'est très intéressant de voir une telle réalisation initiée par de jeunes Marocains. Elle montre que le Maroc est fortement impliqué dans le combat climatique. Ça sera une manière de sensibiliser le monde entier à cette cause juste, notamment les générations montantes, car nous sommes aujourd'hui en train de préparer leur futur. Cette flamme a vu le jour lors de la COP21 à Paris et a obtenu la labellisation à la COP22 de Marrakech. Ça sera donc une torche à l'image de celle des Jeux Olympiques. Elle se déplacera au gré des différentes éditions de la COP. Dans le reste de l'actualité, difficile négociation inter-yéménite en Suède sous l'égide de l'ONU. Les belligérants sont loin d'entendre les choses de la même oreille. Au deuxième jour des pourparlers, le gouvernement d'Abdrabou Mansour Hadi menace de déclencher une offensive militaire pour libérer le port de Hodeïda, principal point d'entrée de l'aide humanitaire au Yémen. Les rebelles Houthis de leur côté demandent la réouverture de l'aéroport de la capitale Sanaa, qu'ils contrôlent depuis 2014 au trafic civil. Selon l'émissaire onusien Martin Griffith, des pourparlers de paix stricto sensu demeurent pour le moment hypothétiques. Les consultations en Suède sont d'abord destinées à établir la confiance et à réduire la violence sur le terrain. Une journée de très grande violence est redoutée demain par les autorités françaises qui ont déployé un dispositif exceptionnel face à la déferlante du mouvement des Gilets jaunes. 8000 membres des forces de l'ordre seront ainsi mobilisés dans la capitale, en plus de 12 blindés à roues, 86 000 éléments des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire français. Une cellule de crise sera activée et 2000 éléments de mobilier urbain ont été démontés. La Tour Eiffel, le musée du Louvre sont fermés, tout comme les grands magasins du quartier de l'Opéra et les commerces sur les Champs-Élysées, principal point de crispation. L'alerte maximale est décrétée dans le pays. Le rapport de la politique nationale d'immigration et d'asile au titre de l'année 2018 présenté à Marrakech dans le cadre des travaux du 11e Forum mondial sur la migration et le développement. Ce rapport met en exergue les efforts considérables déployés par le Royaume pour garantir la préservation des droits des migrants et assurer leur intégration. À quelques jours de la très attendue signature du pacte mondial sur la migration, le modèle marocain s'érige comme un cas d'école pour humaniser toute approche liée à cette problématique. Roudam Sahel, Mounia Marouche. Quelques jours avant la signature du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et encadrée. Le forum de Marrakech, une étape formelle d'un processus lancé il y a 18 mois pour renforcer la coopération internationale autour de la question de la migration. Le Maroc est un pays modèle en la matière. La seule façon qui va nous permettre de travailler ensemble, c'est de nouer un partenariat stratégique. Sinon, il nous sera impossible de coordonner en tant que région, pays et collectivités locales pour atteindre les objectifs escomptés et traiter les nombreux défis de la migration. Il y a environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, soit 3,4% de la population mondiale selon les chiffres de l'ONU. Créer une migration mondiale homogène et sûre implique un dialogue permanent et des négociations entre les acteurs des pays d'origine, de transit et d'accueil. C'est cette plateforme qui va nous permettre de préserver la dignité et les droits de l'émigré. Le pacte mondial qui devrait être signé à Marrakech n'est pas contraignant, contrairement aux informations qui circulent sur certains réseaux sociaux et autres sites internet. Les fake news que beaucoup attribuent à des partis et mouvements d'extrême droite. Il nous a quittés il y a de cela un peu plus d'un an, mais son legs pictural demeure inestimable. Le plasticien Hamid Kiran est à l'honneur à titre posthume à la Galerie Nadera à Rabat, qui accueille une exposition de ses œuvres prolifiques, témoin d'une carrière foisonnante, ponctuée de créations qui incitent au rêve et à la méditation, qu'a réalisé avec cœur et passion. Amin Sharqawi et Zakaria Mokembillah. Des visages et des expressions, ce sont des portraits de personnages divers, absorbés dans leurs occupations. Ces tableaux reflètent la vie et les traditions des Marocains. Le peintre, Feu Hamid Kiran, s'intéressait aussi à d'autres sujets, tels la fantaisie, le rêve ou la tragédie. Artiste engagé, il a représenté différents événements historiques. Je l'ai rencontré en 1985. J'ai assisté à
à la réalisation de la plupart de ses tableaux. C'est un artiste complet. Il a versé un peu dans la danse, dans l'écriture. Je me rappellerai toujours ses écrits de tranches de vie sur ce journal. Je me rappelle toujours de ses séances de danse. Je me rappelle toujours de ses spectacles. En plus d'exceller dans la figuration et la représentation du détail, l'artiste a produit des œuvres de style surréaliste, une peinture unique qui atteste de son génie pictural. Il exprimait la beauté, les couleurs, l'éclat de la lumière, et ce style-là, lui personnellement, il l'appelait le moucheté. Cette exposition est là pour commémorer, pour rendre hommage à sa mémoire, pour rappeler aux gens ce que Hamid Kiran avait fait. Cette exposition est un hommage au peintre Hamid Kiran. Cet artiste prolifique ne se contentait pas d'un seul style. Sa production picturale a connu plusieurs évolutions. Il est aujourd'hui considéré comme un des grands noms des arts plastiques qui ont contribué à enrichir le patrimoine culturel national. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous être fidèles. D'autres titres de l'actualité à 20h30 en compagnie de Mariam El Afir. Passez une agréable soirée.